Et tout d'abord, je voulais remercier la CAVP pour l'invitation. À vrai dire, c'est pas si souvent que j'ai l'occasion de parler de la retraite par capitalisation devant un public français. Donc je suis ravie d'être ici. Donc pour aller directement sur le sujet, mon objectif pour ce soir, c'est justement de vous donner un point de vue international sur la retraite par capitalisation. Et je vais faire ça en 2 points. D'abord, je vais vous montrer les développements démographiques qui ont poussé un certain nombre de pays à introduire ou à développer davantage la capitalisation. Et ensuite, je vais vous montrer l'importance de la capitalisation dans les pays de l'OCDE et même un peu au-delà, et comment s'organise la capitalisation dans les différents pays. Qui y a accès, quels sont les taux de cotisation, quelles prestations on peut espérer de ces systèmes, et également comment sont répartis les risques. Donc commençons par les tendances démographiques. Bon, ça tout le monde le sait, hein, mais c'est juste pour voir que en fait, les tendances sont les mêmes partout. Donc le premier graphe en haut montre l'espérance de vie à 65 ans pour les femmes. Et on voit que entre 2022 et 2065, dans tous les pays, on va vivre plus âgé. En moyenne, dans l'OCDE, on va passer de 21,2 années à 26,9 années. Et en France, qui est donc déjà un des pays où on vit le plus vieux, l'espérance de vie à 65 ans va passer de 23,7 à 29,1 ou une année. Et la deuxième tendance de fond qui va avoir vraiment un impact très important sur les systèmes de retraite, c'est le taux de fécondité. Donc on fait beaucoup moins d'enfants qu'avant. Encore une fois, si on compare 2022 à 1962, le taux de fécondité a chuté dans tous les pays. En moyenne, dans l'OCDE, on est passé de 3,3 enfants par femme à 1,6 enfants par femme. Et en France, on n'est pas les plus mal lotis. On est parmi ceux qui ont un taux de fécondité les plus élevés. Mais avec 1,8, on reste en dessous du taux de remplacement qui est à 2,1 enfants par femme. Ce qui fait qu'on fait face à 2 phénomènes. Le premier, c'est l'arrivée des générations baby-boom à la retraite, qui sont beaucoup plus importantes que les générations futures, enfin que les générations qui ont suivi, pardon. Et le deuxième aspect, c'est que si on continue à avoir un taux de fécondité en dessous du taux de remplacement, toutes les nouvelles générations continueront à être plus petites que les générations précédentes. Donc si on combine finalement ces 2 facteurs, on se retrouve avec une dégradation du ratio démographique, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de personnes retraitées pour chaque actif. Et encore une fois, c'est une tendance de fond partout, c'est pas seulement en France. Et donc si je prends l'exemple de la France, on va passer de 39 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 20 ans à 64 ans en 2022 à 68 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 20 ans à 64 ans. Et encore une fois, on n'est pas les plus mal lotis. Hein. Si vous regardez la Corée du Sud, en 2082, donc dans 60 ans, il y aura plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de personnes âgées de 20 à 64 ans. Et donc, finalement, ce vieillissement de la population met les systèmes par répartition sous tension, puisqu'on va avoir moins de travailleurs pour cotiser et financer les systèmes par répartition, et dans le même temps, plus de retraités qui vont percevoir les pensions pendant plus longtemps. Donc un des leviers qui est utilisé pour rééquilibrer finalement le temps passé à travailler et le temps passé pendant la retraite, c'est de repousser l'âge de départ à la retraite. Encore une fois, c'est quelque chose qui se passe dans tous les pays. Dans 17 pays de l'OCDE, les générations futures, c'est-à-dire celles qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, ont un âge normal de départ à la retraite supérieur à celui des générations qui partent aujourd'hui à la retraite. Et dans la moitié des pays, dans 19 pays de l'OCDE, cet âge futur, pour les générations qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, est supérieur à 65 ans. Donc c'est pas supérieur ou égal, c'est strictement supérieur à 65 ans. Et on a même un certain nombre de pays où il sera supérieur à 70 ans, comme en Italie, en Estonie ou au Danemark. Et en France, donc on a un âge futur de 65, tout simplement parce que la façon dont on calcule, c'est qu'on estime
enfin, on fait l'hypothèse d'une personne qui rentre sur le marché du travail à 22 ans et qui aura une carrière ininterrompue. Donc 22 ans plus 43 annuités pour avoir une retraite pleine et entière, ça nous donne un âge à 65 ans. Et le deuxième levier qui est utilisé dans un certain nombre de pays pour soulager finalement la répartition, c'est d'introduire ou de développer la retraite par capitalisation. Et ici, on voit l'évolution sur le long terme des actifs gérés par les fonds de pension. Et on voit que sur le long terme, on a vraiment une tendance croissante. Et cette tendance, finalement, elle reflète deux choses. D'une part, l'évolution de l'épargne sur les marchés financiers, des investissements, mais aussi le fait qu'il y a des politiques publiques qui visent à augmenter le nombre de personnes qui épargnent pour leur retraite et aussi à augmenter le montant épargné pour la retraite. Et si on regarde l'importance de l'épargne retraite dans l'économie de chaque pays, on a vraiment une très très grosse variabilité. Dans les pays de l'OCDE à gauche, on part de la Grèce à 1% du PIB, donc l'épargne retraite, le stock d'épargne retraite représente seulement 1% du PIB en Grèce, et on monte jusqu'à 192% au Danemark. Ça c'était fin 2022, c'est même supérieur maintenant. Si on regarde en dehors de l'OCDE, on a la Namibie qui est à 101% du PIB. En général, il y a un petit peu moins quand même d'actifs hors OCDE. Et donc la France est plutôt en bas du classement parmi les pays de l'OCDE, avec une taille de l'épargne retraite dans le PIB à presque 11%. Et donc ce chiffre, finalement, il contient les nouveaux PER, ainsi que les anciens articles 83, 82, PERCO, PERP. Et alors la bonne nouvelle, c'est que grâce à Nicolas en partie, l'année prochaine, on aura aussi dans les données les RAF et la CAVP. Voilà. Alors maintenant, passons à comment s'organise la capitalisation dans les différents pays. Et le premier point, c'est comment les gens accèdent à la capitalisation. À l'OCDE, on a une classification qui permet d'aboutir à deux grandes catégories. Là, les plans ou l'épargne retraite professionnelle et l'épargne retraite individuelle. Si on regarde le côté professionnel, dans cette catégorie, ce qui la caractérise, c'est que ce sont les employeurs, soit seuls, soit en groupe, établissent eux-mêmes un plan de retraite pour leurs employés. Donc l'accès est, entre guillemets, restreint aux travailleurs, aux employés de ces employeurs qui ont établi le plan. Et ensuite, on a une distinction obligatoire volontaire, et cette distinction prend le point de vue de l'employeur. C'est-à-dire, est-ce que l'employeur est obligé d'établir un plan de retraite, ou est-ce qu'il a le choix d'établir ou non un plan de retraite? Dans ce cas-là, ce sera un plan de retraite volontaire. Alors que du côté de l'épargne retraite individuelle, la distinction entre obligatoire et volontaire, elle prend le point de vue de l'individu. Est-ce que l'individu est obligé d'adhérer à un plan de retraite ou non? Et en général, quand l'employeur est obligé d'établir un plan de retraite, ses employés sont aussi obligés d'adhérer, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous donner un exemple juste après. Donc, finalement, comment se traduisent ces différents types de plans en termes de taux de participation? Alors, je ne vais pas vous surprendre beaucoup, mais dans les systèmes obligatoires, on a des taux de participation plus élevés. Et donc, ça va être les graphes sur votre gauche, les plans professionnels obligatoires en haut, les plans individuels obligatoires en bas. Et donc, on a des pays où le taux de participation est aux alentours de 80%, voire plus. C'est-à-dire qu'il y a 80% des personnes âgées de 15 à 64 ans qui participent à un plan de retraite, soit professionnel, soit individuel, obligatoire. Et ensuite, on voit que les taux de participation sont inférieurs lorsque l'employeur a la possibilité de choisir si oui ou non il veut établir un plan pour ses employés, donc ça va être la retraite professionnelle volontaire, ou lorsque les individus sont complètement libres
de rejoindre un plan de retraite individuel pour le graphique à droite. Et une tendance nouvelle est en train de se dessiner sur l'accès justement au plan de retraite, c'est ce qu'on appelle l'adhésion automatique. Alors dans la plupart des pays qui ont instauré l'adhésion automatique, le principe c'est que l'employeur est obligé d'établir un plan pour ses employés, et ensuite il est obligé d'y faire adhérer tous ses employés qui correspondent aux critères qui ont été établis. Et ensuite, donc c'est pour ça qu'on les classe plutôt dans la catégorie professionnelle obligatoire, parce que l'obligation, elle est sur l'employeur de créer le plan et d'y faire adhérer ses employés. Mais ensuite, on donne la possibilité aux employés qui ont été automatiquement mis dans le plan de renoncer à cette adhésion, ce qu'on appelle l'opt-out en bon français. Et en fait, ce mécanisme repose sur notre tendance, à beaucoup, voire à tous, de procrastiner. Oh, on fera ça demain. Et en fait, on ne le fait jamais. Ce qui fait que si vous ne faites rien, vous restez membre du plan. Et ce mécanisme a fait des merveilles, notamment en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, où finalement le taux d'opt-out est aux alentours de 10% seulement. Donc ils ont augmenté très fortement la couverture du système de retraite par capitalisation grâce à ce mécanisme. Alors ensuite, on peut regarder, une fois que les gens sont dans le système, combien ils cotisent. Alors ici, je vous ai mis un graphique qui montre les taux de cotisation soit minimales, soit les taux de cotisation obligatoires. Je n'ai pas l'équivalent dans les systèmes purement volontaires, on n'a pas la moyenne de ce qui est cotisé. Et vous avez une répartition de la part qui est prise en charge par l'employé, par l'employeur et dans certains cas par l'État. Et donc, quelques messages sur ce graphique. Un, c'est qu'en général, il y a une répartition du poids de la cotisation entre l'employeur et l'employé, même si dans certains pays, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein, vous avez par exemple en Australie, où c'est que l'employeur qui va cotiser, alors qu'au Chili, c'est que l'employé qui va cotiser. Et vous avez l'État qui abonde directement sur les plans de retraite dans un certain nombre de pays, comme la Nouvelle-Zélande, la Pologne, ou la Turquie, ou la Lituanie. Et en fait, les 4 pays que je viens de citer, la raison principale pour laquelle il y a un abondement de l'État, c'est parce qu'ils veulent créer une incitation financière pour que les gens ne sortent pas une fois qu'ils ont été automatiquement mis dans le plan. Donc ce sont des pays qui ont instauré l'adhésion automatique, et pour convaincre les gens de rester là où ils sont et de continuer à épargner pour leur retraite, ils ont un abondement de l'État s'ils restent. En revanche, s'ils partent, ils perdent cet argent. Et l'autre message aussi que je voulais vous faire passer ici, c'est que vous voyez qu'il y a une grande variabilité au niveau des taux de cotisation. Et cela reflète finalement l'importance que l'on veut donner à la capitalisation dans le système de pension en général. Est-ce que la capitalisation va être la source principale de revenus de retraite? Si oui, on va avoir des taux de cotisation plus élevés. Si c'est juste un petit complément en plus de la répartition, on va avoir des taux plus faibles. Voilà. En toute logique finalement. Et donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut obtenir de la capitalisation donc là, je vous ai mis des taux de remplacement. Donc le niveau de retraite le jour du départ à la retraite, divisé par le dernier revenu. Et je vous ai divisé par 3 sources de revenus. La retraite publique obligatoire, qui est en général par répartition. La retraite obligatoire privée, par capitalisation. Et la retraite volontaire privée, elle aussi par capitalisation, mais seulement dans les pays où finalement il y a un taux de couverture important de la population. Au moins 40% de la population est couverte par un plan volontaire. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui finalement ne s'appuient que sur la répartition et n'ont pas du tout de capitalisation. Donc les gens n'auront qu'une source de revenus à leur retraite. Alors que finalement, donc c'est le cas pour la France par exemple, parce qu'on a donc un taux de couverture qui est trop faible pour inclure ici la CAPI volontaire.
Alors qu'on a des pays où, finalement, la capitalisation est la source principale du futur revenu de retraite, comme en Australie ou en Islande, par exemple, ou au Mexique, ou aux Pays-Bas. Et même dans certains pays où la CAPI n'est que volontaire, on voit que, par exemple, aux États-Unis ou au Canada ou en Irlande, elle va représenter quand même, pour ceux qui sont couverts, une part importante de leur revenu de retraite. Et le dernier point que je voulais couvrir avec vous, c'est la répartition des risques. Parce qu'évidemment, quand on parle de capitalisation, on parle d'investissement. Et qui dit investissement dit risque, parce qu'on investit donc l'épargne sur les marchés financiers. Et si vous vous souvenez, j'avais cette division entre les plans professionnels et les plans individuels. Donc on peut à nouveau faire une distinction. Au niveau des plans professionnels, on va reprendre le point de vue de l'employeur. Est-ce qu'il garantit quelque chose ou pas? S'il garantit la retraite future, en calculant une pension sur le nombre d'années de service et le dernier salaire ou un salaire moyen, ça va être ce qu'on appelle un plan à prestations définies. Si en revanche, son seul engagement, c'est de cotiser et après, advienne que pourra, on va appeler ça un plan à cotisation définie. Et parmi les plans de l'épargne retraite individuelle, on va aussi avoir cette distinction avec ou sans garantie. Et cette fois-ci, ça va être le point de vue du prestataire. C'est-à-dire, est-ce que le prestataire, est-ce que le fonds de pension lui-même, ou l'assureur qui gère le fonds de pension, va fournir une garantie aux adhérents ou pas. Mais en général, cette garantie, elle est de nature un peu différente que celle que l'employeur va pouvoir donner dans les plans à prestations définies. Ça va être une garantie du capital, par exemple, ou une garantie d'un rendement minimum. Ce n'est pas tout à fait la même catégorie que garantir une pension à vie dans les plans à prestations définies. Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un transfert des risques, clairement, et notamment des employeurs vers les individus. Vous voyez sur le graphique à droite, la part de l'épargne retraite dans les plans professionnels à prestations définies, sur les 20 dernières années, elle chute dans de nombreux pays de l'OCDE. Et si vous regardez à gauche, il y a même pas mal de pays de l'OCDE qui n'ont pas du tout de plan professionnel à prestations définies. Ils n'ont que des plans où finalement le risque va être soit complètement sur l'individu, soit avec une petite garantie fournie par le prestataire. Et donc pour conclure, donc les systèmes de retraite du monde entier sont soumis à une pression sans précédent sur les plans démographiques comme je l'ai montré, mais aussi sur les plans économiques et financiers, et peut-être que les présentations qui vont suivre vont se focaliser plus sur le côté français et illustreront ce point. Et donc pour contribuer à diversifier les sources de revenus à la retraite et aussi soulager les systèmes par répartition, un certain nombre de pays ont fait le choix soit d'introduire complètement, alors qu'ils n'en avaient pas, de la capitalisation, soit de renforcer la capitalisation. Mais cette retraite par capitalisation, il n'y a pas un seul modèle. Il en existe plusieurs qui vont avoir des effets sur qui a accès à ces systèmes, combien ils vont cotiser et quelle va être la répartition des risques. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.